Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le 4 octobre 2023. Il fait beau, peut-être un petit peu trop chaud encore pour la saison, mais ça c'est une autre histoire. Ça fait bien longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc je suis content de vous retrouver. Et la thématique de cette vidéo, donc aujourd'hui, ça va être tour d'horizon en fait, et bien du potager, de ce qui se passe en ce moment, au mois d'octobre. Grosse opération de broyat, donc vous allez voir, je vais avoir à peu près une vingtaine de mètres cubes de broyat. Et puis aussi une petite parenthèse sur la récolte de graines de potimarron et de courgettes, une fois que la courgette est vraiment à maturité, quand elle est belle, bien grosse et bien jaune. Donc vous allez voir tout ça, je lance le générique et on se retrouve après. Alors vous voyez ici dans ce carré potager, j'ai les épinards. Alors les épinards cette année, c'est franchement pas facile parce qu'il fait encore beaucoup trop chaud à cette époque de l'année, c'est quand même incroyable. Alors ceux-là, je les ai mis fin août et finalement ils ont eu beaucoup de mal à lever. Alors ça a fonctionné, mais comme la température était vraiment trop chaude, j'ai des trous, vous voyez, j'ai quelques trous encore à droite à gauche. Bon, ça il faut que je vienne en fait ressemer quelques graines pour combler ces trous. Je l'ai déjà fait, mais ça a du mal à prendre. Ceci dit, j'ai changé en fait de semencier parce que là j'ai acheté des graines pas très chères mais qui fonctionnaient très bien habituellement chez mon petit marchand à 1,50 €. C'est du géant d'hiver, hein, mais j'ai l'impression que cette année, je sais pas, alors il y a peut-être une conjoncture, soit les graines elles ont un pouvoir germinatif qui est un peu moins important, ou soit aussi c'est la température qui fait que pour lever c'est vraiment super compliqué. Donc j'ai changé, je suis passé chez Villemorin, j'ai payé ça 40 centimes de plus, c'est vraiment pas énorme, donc 1,90 €. Et je vais voir parce que maintenant il va falloir que je fasse en fait d'autres semis, parce qu'on arrive quand même au mois d'octobre, et il nous annonce encore 15 jours encore de beau, et d'assez chaud, mais bon voilà, j'espère que ça va fonctionner. Donc vous voyez, de toute façon, j'ai toujours mes tubes IRL qui sont en place. Si jamais il vient à faire trop froid et que la récolte est toujours là, si j'ai pas tout cueilli, tout mangé, je pourrais toujours couvrir à un moment donné mes carrés potagers et protéger aussi mes cultures pour essayer de les prolonger le plus longtemps possible dans le temps. Là ici, ces deux carrés potagers vont servir pour les futurs semis d'épinards. Donc normalement ça je vais le faire cet après-midi. Ici j'en avais déjà fait un, mais qui a aussi pareil quasiment avorté. J'ai peut-être je sais pas moi que 20% des graines qui ont germé. Donc c'est ce qui m'a décidé justement aussi à changer de semencier. Pour voir si avec Villemorin j'ai un meilleur résultat. Donc ici là le carré est nickel, hein, donc j'ai passé un coup de griffe à 4 dents. Là aussi c'est pareil, je refais pas d'amendement à cette période de l'année parce que je pense que finalement j'avais fait un amendement suffisamment riche, il n'y a qu'une seule culture dessus, donc il doit y avoir encore de la matière. Voilà, donc ça plus tard, cet après-midi, je vais semer les épinards dans ces deux carrés potagers. Bon, et bien ici, ce carré potager sous la bâche, ça va être la culture de l'ail. Et l'ail, j'en ai quasiment pas fait. Ici, même de mémoire, j'ai dû en faire qu'une fois, mais pas quand le carré potager n'était pas encore aménagé. Donc ça n'a pas vraiment bien fonctionné parce que terre argileuse, assez humide. Donc ici, je refais une tentative avec un ail violet que je vais mettre en terre d'ici une dizaine de jours en fait. Et puis comme c'est une culture qui est surélevée, donc ça me permet d'avoir un sol qui est beaucoup plus drainant.
Et puis aussi, je pourrais finalement toujours protéger mon ail de la pluie avec mes petits tunnels nantais, car vous voyez, les arceaux ils sont toujours en place, hein, exactement de la même façon que pour les carrés potagers qui vont recevoir les épinards. Alors vous l'avez vu aussi tout à l'heure, mais vous voyez donc là ici j'ai le basilic que je laisse en fait monter en graines dans ce pot, de sorte à pouvoir récupérer les graines pour éventuellement voir si je peux tenter après mon semis plus tard. Donc je l'ai déjà fait, alors pas ça fait très très longtemps. Ça avait fonctionné, l'année dernière je l'ai fait, ça n'a pas fonctionné, les graines n'ont pas germé. Donc je retente l'expérience cette année. Je pense que j'avais pas dû laisser les graines venir à maturité, suffisamment à maturité. Alors ici c'est mon carré potager où j'ai en fait du fenouil, donc un semis de fenouil réalisé cet été. C'est très compliqué en fait, hein, les semis à cette époque de l'année parce qu'il fait vraiment très très chaud et donc ça souffre énormément en godet. Bon, ceci dit, j'ai réussi à faire quelque chose de pas trop mal. Et il y en a certains qui commencent déjà à être assez beaux. Donc ça fonctionne. En plus avec les températures que l'on a là, c'est quand même pas mal. Voilà, fenouil. Alors avec un petit coup de binette de temps en temps pour bien éviter que le sol ne se recompacte. Et puis devant, j'ai des choux en fait, des choux. Donc c'est pareil, c'est du semis que j'ai fait cet été en même temps que le fenouil. Et donc voilà, j'avais deux plants que je pouvais pas mettre à l'endroit où j'ai mis les choux parce que par manque de place. Donc je les ai mis ici. Et ceux-là, du coup, ils se sont pas fait trop bouffer parce qu'ils ont été protégés en fait dans les carrés potagers. Donc ça, c'est du chou tête de pierre, je crois, oui, de mémoire. Chou tête de pierre, chou blanc en fait. Bon, ici, donc c'est le carré potager des navets boules d'or. Alors vous voyez, j'ai un feuillage qui est vraiment exubérant, vraiment, il est explosif. C'est la première fois que je fais du navet, mais j'ai regardé des vidéos, je vois pas du feuillage aussi explosif que ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce carré potager? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant, c'était la culture des haricots verts. Et j'avais donc fait un engrais vert. Et cet engrais vert, il m'a apporté visiblement beaucoup d'azote. Et finalement, ça me fait un feuillage exubérant. Et j'espère que ça va pas être au détriment en fait de la formation du bulbe, parce que là, je suis sceptique en fait finalement. J'en ai certains, je suis en train de regarder, j'en ai certains que le bulbe se forme, mais sinon j'ai l'impression que ça me fait plutôt des racines longues. Donc j'ai bien l'impression que finalement que cette culture elle va être foirée. Euh, et très certainement par un apport d'azote trop important. Donc voilà, je vous en dirai un peu plus, mais méfiez-vous au niveau de l'azote. Donc là, j'ai une première partie, un premier itinéraire qui a été fait. Bon, j'ai plus les dates, hein, et le deuxième a été fait un mois après. Mais j'ai l'impression que le deuxième, finalement, les navets seront moins forts. Est-ce que l'azote est parti, est moins présent dans le sol, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je ne suis pas certain que j'ai un résultat bien probant. Je vais en enlever un pour vous montrer. Voici quand même, j'ai de la petite formation, mais vraiment, c'est vraiment que dalle, hein. Je vous dis, c'est la première fois que je fais de la culture de navet. J'ai l'impression que les feuilles sont vraiment, les tiges sont vraiment bien hautes. Bon, alors en plus, celui-ci, j'ai pris sur le bord, au milieu, c'est encore, c'est plus haut. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, si vous avez l'habitude d'en faire, s'il vous plaît. Et puis ici, bon, c'est du basilic hein, qui me reste en pot. Donc voilà, je l'ai cultivé tout l'été avec toujours la même méthode. Hein. C'est celle que j'ai filmée. Et bon, bah là sur celui-ci, je passe de temps en temps pour enlever en fait
les bouquets qui se forment. Mais bon, là, à cette époque de l'année, ça n'a qu'une seule envie, c'est vraiment de fleurir. Hein. Donc, je retarde vraiment de pas grand-chose, hein, finalement. Hein. Mais bon, ça permet toujours d'avoir du basilic. Alors, c'est pas qu'on fait encore des salades de tomates à cette époque de l'année, parce que les tomates, maintenant, ça commence à être terminé. C'est même terminé, mais pour moi, ici, au mois d'octobre, là, j'ai encore quelques cœurs de bœuf sur les pieds, mais vous allez voir, mais bon, elles sont plus terribles. Voilà, donc le basilic, il est encore beau. En plus, avec le temps que l'on a, il va profiter. Alors ici, il y a de la betterave. La betterave, franchement, cette année, c'est vraiment pas terrible. Vraiment pas du tout, parce que ça a été énormément attaqué dans ce coin par les fourmis. Donc beaucoup de fourmis, beaucoup d'élevage de pucerons. Ça a été super compliqué. Et puis en fait aussi, j'ai fait la bêtise de faire du semis en godet. Pour moi, c'est vraiment pas idéal. Tous ces légumes racines ont vraiment besoin d'avoir un semis en pleine terre pour développer tout de suite en fait sa racine. Dans un godet, ça marche pas quoi. Enfin, en tout cas pour moi, cette année, chez la culture en godet, c'est vraiment pas topissime. J'avais donc les betteraves qui ressortaient du sol en fait. En plus, je suis sur une terre assez compacte en fait dans ce carré potager. Il va falloir que je fasse énormément d'amendements. Je suis vraiment pas sur une partie de terre vraiment très bonne, très argileuse, mais vraiment compacte. Donc, il va falloir que je revoie vraiment l'amendement sur cette partie-là. Donc, en compost, en broyat, un peu en paille aussi. Je vais voir ce que je peux faire. Donc voilà, moi je vous conseille pas de faire vos semis en fait de betteraves dans des godets. Faites des semis de betteraves directement en pleine terre pour tout ce qui est légumes racines. Alors ici j'ai de l'escarole. Bon, elle a bien pris. Par contre, le truc qui est pas tip top, c'est que finalement j'ai mis l'escarole à cet emplacement là. Parce qu'avant j'avais encore les tomates ici, les paolas, et comme il faisait bien chaud, ça m'a fait un peu d'ombrage et tout, ça m'a évité de mettre les caissettes en fait, des petites cagettes pour faire de l'ombre. Alors par contre, ce que j'aurais dû faire, c'est les espacer beaucoup plus. Là, j'ai repris, je les ai replantés exactement dans l'emplacement que j'ai pour les salades et la scarole, ça demande un peu plus de place. Donc elle va être un petit peu serrée, donc elle va pas pouvoir se développer vraiment énormément. Et on l'accueillera un peu plus tôt en fait. Voilà, ça c'est une partie qui est libre. Donc j'ai essayé de décompacter le sol parce que j'ai vraiment un sol très compact sur cette partie-là. J'arrive à avoir quelque chose d'un peu plus intéressant, mais bon, j'ai beaucoup de liserons en fait qui poussent. Donc le liseron, moi ma technique pour en venir à bout, enfin, pour essayer d'en venir à bout, c'est en fait dès que je vois du vert. Alors là, ça fait un moment que je suis pas passé. En plus, je me suis absenté parce que j'étais quelques jours en vacances. Dès que je vois du vert, en fait, je l'arrache systématiquement, de sorte à ce que finalement le liseron ne puisse plus faire sa photosynthèse et épuise en fait tout son réseau là de racines petit à petit. C'est un peu le même principe que pour éliminer la prêle, quand la prêle est trop envahissante dans des zones en fait de culture. C'est le seul moyen pour éliminer la prêle, et ça c'est le moyen que j'ai trouvé pour le liseron, mais c'est vraiment très dur. Prêle, liseron, c'est très compliqué. Et puis ici, on a toujours le carré de potager des fraisiers qui ont bien donné. Donc c'est des fraisiers qui ont maintenant 2 ans. Donc je vais les garder une année, peut-être encore 2 années. Je vais voir en fonction donc du coût de la production. Mais cette année, ils ont vraiment super bien donné. En plus, avec les tunnels là, nantais, ça m'a permis en fait d'avoir des fraises beaucoup plus tôt cette année. Sinon, au niveau des fleurs, là, on a la deuxième vague d'astères qui est en floraison. La première, donc c'est les astères qui sont devant, donc qui font des fleurs un petit peu plus couleur framboise, fuchsia. Donc ça a fleuri déjà. Et maintenant, on est sur la deuxième partie de floraison. Donc il y a un peu d'abélia aussi. Ça, c'est des boutures que j'avais réalisées. Un forsythia aussi, au milieu. Ici, il y a toujours les goras qui se plaisent vraiment bien.
Et bon bah par contre, il y a de moins en moins d'abeilles, hein, malgré qu'il fasse encore bon. On en voit un peu l'après-midi quand la température remonte, parce que comme on est près de la rivière, on a quand même des températures qui descendent quand même. Mais on a de moins en moins de pollinisateurs à cette époque de l'année. Là, on est sur la partie sud, donc devant de la maison. Et là, c'est ma planche là que j'avais réalisée avec la jachère fleurie. Donc tout ça, bien sûr, maintenant c'est terminé. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que j'avais fait aussi, voilà, sur cette partie ici, j'avais donc fait un semis de lin. Le premier avait avorté parce que toutes les graines s'étaient fait manger par des oiseaux. Donc des oiseaux, en plus, c'était vraiment très très spécial. C'est des oiseaux que je n'avais jamais vus auparavant. Donc, et qu'une fois qu'ils avaient fini de manger les graines, ils sont partis, je ne les ai plus jamais revus. Et finalement, j'avais refait j'avais fait un semis en fait à la volée, et j'avais passé le rouleau, mais il y avait encore plein de graines en surface. Donc après, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai fait des sillons et que je suis venu recouvrir comme ça. Donc finalement, on ne voyait plus du tout les graines. Donc là, pour tout enlever, finalement, toute la jachère quand elle était fanée, et puis le lin, tout ça aussi, c'était terminé, j'ai passé un coup de tondeuse, tout simplement. Et puis ensuite, après, j'ai passé donc un petit coup de motobineuse, mais vraiment en surface. Et puis ça m'a ressemé en fait finalement les graines qui étaient tombées donc des capsules. Donc bon, alors je sais pas combien de temps ça va durer, parce que ça craint le gel quand même le lin, il me semble. Mais voilà, ça se ressème tout seul en fait finalement. Donc ici, on est sur les planches de culture qui sont complètement à l'opposé des carrés potagers. On a donc, les poireaux, donc qui se portent bien, donc du bleu de Solèze et du 40 ans. Voilà, des géants d'hiver, 40 ans, je sais plus, tiens, je suis perdu. Et donc, comme d'habitude, toujours, les poireaux qui sont au milieu sont plus jolis que ceux qui sont sur les extrémités. Donc au départ j'avais fait 3 rangs seulement, de sorte à pouvoir après venir les protéger quand il fera froid avec le tunnel nantais. Et puis comme maintenant je fais des dons aussi au Resto du Cœur et au Secours Populaire, finalement il me restait pas mal de poireaux de mes semis. J'ai fait donc un quatrième rang pour pouvoir donc du coup alimenter ces 2 points de collecte pour les personnes qui en ont besoin. En fait. Là, eh bien, j'ai toujours des pieds de courgettes. Alors, 2, 3 pieds, les 3 pieds qui ont été mis à l'été, qui ont été plantés en fait, non, qui ont été semis en pleine terre. Cette fois-ci, j'ai fait une petite vidéo d'ailleurs là-dessus. Donc très bien. Donc là, j'ai un pied qui se porte vraiment bien. Donc j'ai quelques traces d'oïdium dessus, d'oïdium pardon. Bon, là, à cette époque de l'année, je fais plus de traitement, ça sert à rien. Puis j'ai tellement de rosée qui tombe que du coup, c'est vraiment mort. Donc là, on ramasse encore quelques kilos de courgettes. Hein. J'en ai ramassé 3 kilos hier. Donc on a de quoi faire un bon gratin, c'est nickel. Par contre pour la fécondation, maintenant c'est la fécondation manuelle que je fais. Hein. Donc je vais chercher une fleur mâle, hein, et puis du coup je féconde en fait manuellement fleur mâle dans la fleur femelle. Ici vous voyez en fait, donc il y a encore des pieds de tomates, donc les cœurs de bœuf, de la paola et de la noire de Crimée dans le fond. La paola, franchement, j'ai dit du mal un peu de la paola, parfois, enfin du mal, j'exagère, mais vraiment avec le fait que sa peau soit vraiment très dure, finalement ça protège énormément les tomates. Et à cette époque de l'année, elles sont vraiment encore très goûteuses, contrairement à une cœur de bœuf en fait qui est vraiment plus du tout goûteuse à cette époque de l'année. Donc la cœur de bœuf, j'en ai encore pas mal. Hein. Donc tout ça, il faut que j'enlève ça, faut que je prenne le temps de faire ça ce week-end. Et puis la cœur de bœuf, en fait, finalement, sa peau est très fine et elles sont véreuses maintenant. J'ai rarement eu du vert dans les tomates, mais ben voilà, c'est véreux. Donc tout ça, il faut que j'enlève en fait les tomates ce week-end. Je vais m'occuper de ça. Je vais couper en fait
à la base et je vais laisser le pied parce que comme ça il y a encore les racines et ça permet donc de continuer à drainer le sol. Là ici c'est la planche où il y avait les pommes de terre. Donc j'ai à ce sujet au niveau des pommes de terre, j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie. Je vous dirai ça en fin de vidéo, mais j'ai perdu 53 kilos. 53 kilos de pommes de terre. Voilà, je vous dirai ce que j'ai fait comme connerie. Comme quoi on en fait tout le temps. Hein. En tout cas pour moi. Bon, donc là j'ai mis la bâche tissée. Je pensais éventuellement mettre des fèves, ce genre de choses, mais finalement on n'aime pas trop. Donc là c'est en stade de réflexion. Je pensais faire un engrais vert, puis j'ai pas eu le temps. Enfin bon, voilà, il y a la vie fait on n'arrive pas à faire toujours tout ce qu'on veut. Plus le potager est grand, plus ça demande de l'énergie, du temps. D'autant que la pleine saison est passée. Après, finalement, on s'est tellement donné que quand arrive cette époque de l'année, on a un petit peu moins de jus. En tout cas, bon, je dis on, mais en tout cas moi. Alors ici, j'ai un cercle de culture dans lequel j'ai mis en fait les choux. Donc précédemment, il y avait eu comme culture les oignons. Donc c'est la première fois que cette partie-là est cultivée. Donc il y a encore pas mal de choses qui poussent, en fait, d'herbes indésirables. Bon, j'enlève ça de temps en temps. Alors ça, c'est du semis que j'ai réalisé en même temps que le fenouil, comme je disais. Alors ça, c'est des semis que j'ai réalisés. Ça, par contre, pour donc là les choux, donc tête de pierre, choux blancs, et ça c'est les brocolis. Les brocolis, il a fallu que je rachète en fait des plants parce que mes semis, une fois que je les ai mis, mes plants, pardon, une fois que issus de mes semis, quand je les ai mis en terre, 3 semaines après, ils ont monté en fleurs. En fait, il faisait trop chaud, donc ça matchait pas. Donc finalement, je me suis dit bon c'est mort. Les choux, donc tête de pierre, ça a été. Par contre, il a fallu que je rachète finalement, eh bien donc des plants. Donc j'ai fait tout ça, ça a été bouffé par de la limace. Parce que finalement, ce que j'ai fait, c'est que pour faire mon paillage, j'ai pris tout un tas que j'avais en fait dans le grand bac à compost. Et finalement, le tas de feuilles, des mélanges divers variés, mais principalement de la feuille, et avec un peu de branchage et tout. Et finalement, j'ai fait mon paillage. Je me suis dit, bon, ça va être super. Alors, c'est bien pour retenir l'humidité, c'était parfait. Par contre, c'était bourré de limaces. Et ça, bien sûr, je ne l'ai pas vu. Donc, du coup, j'ai mes choux qui ont été complètement bouffés. Alors, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est que je fasse des opérations commando. Donc sur le coup des 23 heures avec la lampe torche et prélever. Bon, j'en ai prélevé au moins une centaine. Et maintenant, du coup, ça se régule. Il y a peut-être encore un peu de limace, mais donc les choux se sont développés. Et finalement, il y a un bon ratio, on va dire, entre la capacité du chou à se développer et la capacité des limaces à les bouffer. Donc là, les limaces étant en quantité inférieure, les choux peuvent de nouveau se développer. Comme vous pouvez le voir, ils se sont quand même bien fait manger. Hein. C'est de la dentelle un peu, hein, les premières feuilles. Hein. Même là, on voit une tête ici qui se fait manger. Donc il va falloir que je revienne en fait cette nuit pour aller faire de la capture. Donc là, ici, on est sur la planche de culture où il y avait donc les potimarrons, les butternuts. Ça a très bien donné. Par contre, assez déçu quand même sur la conservation du potimarron. C'est pas évident à garder. Ça a tendance à pourrir. S'il y a des points noirs, blanchâtres qui apparaissent, finalement après ça commence à moisir. J'ai essayé d'enlever
avec un petit économe, à enlever en fait ces taches, mettre du sel dessus, mettre pour essayer de freiner le développement des champignons, des moisissures, essayer de mettre aussi du bicarbonate de sodium. Ça ralentit un peu, mais après ça revient ailleurs. Donc c'est dans une pièce et dans mon bureau, sur des planches de coffrage, monté sur des tréteaux. Bon, ça se conserve vraiment pas terrible, contrairement au butternut qui se conserve vraiment super bien. Donc là, en fait, là, ça fait un demi-ballon de rugby, hein, comme vous l'avez pu le voir si vous suivez la chaîne. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, j'ai une partie, normalement le bout, en fait, c'est réservé pour les artichauts. Donc il va falloir que je les mette bientôt en terre. Les artichauts, il va falloir que j'achète des plants et que je trouve des plants déjà, c'est pas toujours évident. Et ensuite que je les mette en terre. Donc j'ai enlevé les bâches. Hein. Donc ça c'était très bien, le butternut et potimarron, culture sur bâche, c'est vraiment nickel, impeccable. Et j'ai passé un coup de motobineuse parce que ça c'est la première année que cette terre est utilisée au niveau du potager, cette partie-là. Du coup, je vous rappelle, terre argileuse, compacte et tout, donc il faut vraiment que je la travaille. Il faut que je refasse des amendements, il faut que je repasse encore de la motobineuse. Et puis après, ça sera quand toute la terre sera suffisamment décompactée, correcte, et bien donc je pourrais en fait travailler un peu plus sur cette partie-là aussi à la grelinette. Mais voilà, donc il y a de temps en temps on est obligé d'utiliser quand même la motobineuse. Donc la bâche c'est vraiment très bien. Bon par contre, j'ai fait beaucoup trop de potimarron par rapport à leur capacité de conservation, comme j'ai pas de chambre froide. Finalement, l'année prochaine, je ferai moins de potimarron. Je ferai autant de butternut, mais je ferai moins de potimarron. Parce que vraiment, le potimarron, c'est pas topissime en termes de conservation. Puis aussi, les conditions climatiques ont fait que certains potimarrons ont commencé à éclater. Finalement, je me suis dit à un moment donné, je les ai récoltés fin août, je crois. Je pense que c'était trop tôt dans la récolte. Peut-être qu'ils n'avaient pas suffisamment atteint leur maturité, même si le pédoncule était vraiment ultra sec, pas de problème là-dessus. Je sais pas, peut-être que ça aurait mieux continué sa vie en fait finalement sur place et à venir chercher au fur et à mesure des besoins en fait de cuisine. Mais voilà, par contre le butternut, ça se garde super bien. J'ai des butternuts qui avaient commencé à éclater. Franchement, je les ai coupés, je les ai ramenés, elles sont sur ma planche, là sur mes planches de coffrage. Vous verrez, je vais vous faire une petite courte séquence tout à l'heure. Mais franchement, ça moisit pas, rien du tout. Le butternut, vraiment, c'est vraiment super. Pour la conservation, c'est vraiment topissime. Donc là, j'ai pas mal de cailloux, j'en ai enlevé énormément déjà des cailloux sur cette partie-là, mais il m'en reste encore à enlever. Mais après, ceci dit, je peux pas tout enlever. Et puis c'est des cultures ici, donc butternut, potimarron, qui développent des racines suffisamment gaillardes. C'est pas ces cailloux qui vont les embêter. Et puis en même temps, la présence de cailloux, ça permet aussi de maintenir un certain drainage en fait du sol. Et puis aussi, c'est de la pierre. Au printemps, ça aide un peu à conserver la chaleur par inertie. Voilà, c'est infime ce que je vous dis, mais bon, à ce niveau-là, mais ça contribue. Par contre, pour le drainage, c'est pas mal. Alors par contre, ce que j'essaye de faire, c'est quand même essayer de ratisser un peu pour enlever les gros cailloux en surface qui ont des angles saillants pour que quand je mets la bâche, si jamais je marche dessus, que ça la perce pas. Donc ça, c'est potimarron, butternut, c'était une culture qui a été réalisée sans apport d'eau mécanique, à part bien sûr l'eau qui tombe du ciel. Et franchement, ça a très bien fonctionné avec la bâche. Je vous ferai un retour là-dessus pour pas trop charger cette vidéo qui sera sans doute un petit peu longue aussi, sur mon expérience avec les bâches tissées. Bâche type versus bâche tissée, pas bâche tissée et paille. Ici, on est sur toujours la même planche des cultures, tomates, aubergines et poivrons. Aubergines, pas terrible, vraiment pas terrible cette année, vraiment pas du tout, pas terrible du tout. Ça a été attaqué en permanence. Franchement, les aubergines, c'est un échec. Vraiment pas terrible.
J'ai eu, je sais pas ce que j'ai eu comme maladie, les feuilles qui jaunissent. Oui, des pucerons aussi, des fourmis, beaucoup de fourmis sur mon terrain. J'ai beaucoup de fourmis qu'on fait d'élevage de pucerons. Je les ai chassés avec de l'huile essentielle menthe poivrée. Ça a fonctionné, mais ça revient en fait. Il faut toujours revenir, il faut toujours revenir. Les poivrons, eux, ont donné. On a une bonne récolte de poivrons. Bon, là, il y a encore des petits poivrons, il y a même des fleurs. C'est ridicule, je devrais enlever tout ça, tout ce qui est fleurs, parce que de toute façon, ça n'arrivera jamais à maturité. On a des poivrons qui sont plus petits, bien entendu. Bon, là, ils vont peut-être rougir. Hein. Là, j'en ai un qui est rouge, je ne sais pas si vous le voyez. Devant, est-ce que le cadrage est bon pour montrer? Il y a du poivron jaune d'Asti. Voilà, donc ça fait des poivrons qui sont plus petits, mais bon, qui sont très bons. Donc, tant qu'il n'y a pas de gel, je laisse les poivrons. Hein. Les aubergines, je pourrais les enlever parce que franchement, c'est une cata. Puis de toute façon, il en reste quelques-unes, mais elles sont pas goûteuses, elles sont pas mal remplies de graines. Donc ça, il y a un petit travail maintenant à faire là-dessus, et il faut que je trouve une autre solution pour les aubergines. Ou alors il faut que je change de variété. Ça, c'est l'aubergine de Toulouse. Et l'année dernière, elle m'avait déjà fait un petit coup de calcaire là. Enfin, ça c'est mon expression à moi, coup de calcaire. Je ne sais pas si tout le monde la connaît. Et donc, mais elle était cultivée dans les carrés potagers et ça lui convenait quand même un peu mieux. Là, la culture ici, alors peut-être qu'elle est trop enfermée. C'est pas topissime. Et en plus, le truc, c'est que j'ai une ligne en fait d'arrosage avec 30 mètres de tuyaux permanents qui serpentent comme ça, et ce qui fait que quand j'ouvre la vanne, ça m'arrose de tout. Alors que les besoins, en fait, ils sont différents. Donc l'année prochaine, j'ai envie de faire autrement. Donc il faut que je suis en train de réfléchir. Mais il faut que je déplace des aubergines. Je me demande si je vais pas leur faire un petit châssis. Je verrai. J'ai pas mal de bois de récup. Il faut que je réfléchisse pour voir si c'est possible. Un petit châssis, les mettre ailleurs. Il faut que je gamberge là-dessus. Les poivrons, par contre, très bien sur la bâche tissée, ça va. Le truc, c'est que je les ai espacés de 60 cm. L'année prochaine, ce que je vais faire, c'est que je vais resserrer. Alors je sais pas, ça c'est le problème des bâches, vous voyez, quand on a des bâches, quand on a fait des trous, après, ben du coup c'est emmerdant pour resserrer, il faut refaire d'autres trous ailleurs, enfin c'est chiant. Que si j'avais une culture en pleine terre, avec un bon paillage, je serais moins emmerdé à ce niveau-là. Donc du coup, il faut que je réfléchisse là pour les solanacées. Je suis pas certain que... Enfin, je suis partagé. Il faut que je fasse une vidéo spéciale là-dessus parce que j'ai des retours à vous faire sur la bâche tissée. Mais en tout cas, voilà. Donc, les poivrons, c'est encore en place. Et puis là, on a donc, eh bien, le tunnel des tomates au Roma, avec la vidéo spéciale que j'avais fait dessus. Alors là, je filme à la main levée pour vous montrer un peu ce qu'il y a dans le tunnel. À des endroits, il y a de la tomate. Est-ce qu'elles vont mûrir? Après, ben ça c'est une autre paire de manches, on verra bien. Mais de toute façon, pour prolonger en fait la culture, j'ai toujours en fait le tunnel, donc qui vient réchauffer eh bien l'air et puis aussi en même temps le sol. Bon, et là je suis devant mon gros tas de broyat. Donc il a été estimé à peu près à 20 mètres cubes quand tout taillé. Je ne sais pas si c'est la réalité ou pas, mais bon, il est vraiment très grand. Enfin, je sais pas moi, au moins 6 mètres, 6 mètres de large, voire ouais, 6 mètres facile, donc à peu près à 2,50 de hauteur sur la partie la plus haute. Alors c'est un broyat principalement donc de résineux, et il y a quand même un peu de feuillu, je pense à peu près 30%. Donc il y a du chêne et il y a du noyer. Alors ce broyat, il est issu des sapins qui étaient implantés en limite de propriété sur cette partie-là. Finalement, pour la petite histoire, pour faire vraiment très bref, quand j'ai acheté ce terrain, j'ai vu qu'il y avait des sapins. Et je savais que ces sapins allaient m'emmerder, hein, pour parler un peu familièrement, à terme. Et je m'étais dit, bon, ces sapins, je les ferai abattre. Sauf que finalement,
quand j'ai acheté le terrain, il y avait une clôture agricole et le terrain était borné, mais tout était en friche, complètement en friche. Avec des friches 3 mètres, 4 mètres de large. Moi qui venais de la région parisienne, impossible de venir et débroussailler pour retrouver les bornes et tout. Hein. Donc finalement, je disais à l'agent immobilier, oui, mais ces sapins, c'est contraignant. Et donc l'agent immobilier me disait, oui, mais vous regardez, il y a la clôture qui est derrière les sapins vous appartiennent. Donc vous pourrez en faire ce que vous voulez après. Bon, ok, super, donc j'achète le terrain. Et puis finalement, avec mon beau-frère, quand on est venu pour faire les fondations, parce que c'est moi qui ai construit la maison, pour faire tout ce qui est fondation, terrassement et tout, bon, on a recherché les bornes pour faire l'implantation du coup de la maison en fonction du plan de masse, du permis de construire. Et il a fallu qu'on retrouve les bornes. Donc là, on est allé avec la débroussailleuse, enfin je ne raconte pas un boulot énorme, et on a retrouvé les bornes. Et quand on a retrouvé les bornes, on s'est rendu compte que finalement, que les sapins étaient derrière les bornes et qu'ils ne m'appartenaient pas. Ceci dit, c'était trop tard pour moi. Donc j'ai sensibilisé mes voisins, mais qui ne m'entendaient pas. Et donc finalement, il a fallu menacer d'une procédure en justice parce que ces sapins m'apportaient énormément d'ombre. Ces sapins épicéas, qui avaient 30 ans déjà, qui étaient à plus de 15 mètres et qui allaient encore monter, et qui peut, à l'âge adulte, qui peuvent monter à 30 mètres. Donc d'année en année, ils nous mettaient de plus en plus dans l'ombre et le potager était de plus en plus aussi dans l'ombre. Et comme j'ai une rosée tous les matins, ce qui fait que la rosée a resté reste très 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 longtemps sur le feuillage. Donc vous imaginez toutes les maladies que ça peut apporter. Donc c'est une lutte permanente. Et finalement, on a réussi à trouver un compromis. Les sapins ont été abattus. Ça m'a fait mal au cœur parce que j'aime pas quand des arbres tombent. Mais là, j'étais vraiment obligé. Donc on va s'entendre pour replanter autre chose, du feuillu, des choses qui poussent un peu moins hautes. Voilà, en tout cas voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir récupéré tout le broyat qui a été fait, donc parce que ça en fait énormément. Donc il y avait 10 sapins de 15 mètres, plus de 15 mètres de haut. Vous imaginez, 2 chênes, un noyer qui n'a pas été abattu. Par contre, le noyer, il a été élagué fortement, mais d'une ampleur énorme. Donc du coup, ça fait pas mal aussi de broyat. Et donc l'idée finalement, c'est d'utiliser ce broyat pour tout ce qui va concerner en fait mes allées, pour pouvoir circuler en fait dans mes allées et pour faire des parties d'aménagement aussi dans le jardin, pour aussi des fleurs en fait, des jachères, essayer de mettre un petit peu plus de couleurs et puis aussi favoriser la venue de tous les mellifères, des insectes mellifères. Donc voilà, alors on dit qu'il ne faut pas trop utiliser le broyat de résineux. Je pense que c'est plus les conifères, mais les résineux parce que c'est trop acide. J'en discutais avec les gars qui me disaient qu'il y a aussi beaucoup de croyances populaires aussi là-dedans, mais c'est vrai que eux, de fait, le broyat de résineux, ils considèrent ça comme un déchet. Et ce n'est pas un produit valorisé, contrairement à du broyat de feuillu. Parce que maintenant, on dit toujours que si vous voulez du broyat, arrangez-vous avec des paysagistes. Et tous les paysagistes, ils ont bien compris maintenant que le broyat, c'est des broyats de feuillu, c'est un produit qu'ils peuvent valoriser. Donc, ils ne le donnent plus gratuitement. Ou alors, soit vous avez vraiment beaucoup de chance. Mais en tout cas, voilà, c'est le résineux, c'est un déchet. Donc, moi, j'ai tout récupéré. Donc, je vais dans mes allées. Là, j'ai du broyat de feuillu que j'avais déjà pris chez eux. Donc, je vais le basculer sur mes planches de culture. En dessous de mon broyat, j'ai un géotextile. Je vais mettre, du coup, dans mes allées, ce broyat. Comme ça, je suis sûr que je ne vais pas avoir de soucis avec mes cultures en termes d'acidification en fait du sol. Et puis, comme j'aime bien expérimenter, je vais me faire des endroits où je vais mettre directement sur mes planches de culture ce broyat pour voir un petit peu ce qu'il en est dans tout ça. Hein, parce que finalement, certains commencent à dire que c'est un peu des conneries. Le résineux, le conifère, faut faire attention, oui, encore semble-t-il, mais le résineux, ça peut marcher. Voilà, que finalement, il y a beaucoup de croyances populaires là-dedans. Il y avait, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le gars qui a la chaîne Le Potager du Paresseux, lui, il le dit clairement que c'est des conneries. Voilà. Alors après, ça engage que lui. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de tenter l'expérience. Voilà, parce qu'il faut tester par soi-même. Et comme ça, c'est comme ça qu'on arrive à faire la part du vrai et du faux. Parce que vous savez comment ça se passe hein. Sur le web et les réseaux sociaux. La plupart du temps, les gens ont entendu quelque chose, l'ont lu, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont répéter sans tester. Finalement, on ne sait pas où est la vérité dans tout ça.
Voilà. Ben voilà, je vais faire ma propre expérience, comme ça je saurai exactement ce qu'il en est. Donc j'ai de quoi faire, vous voyez, j'ai vraiment de quoi faire, et pour tester, pour mettre de bonnes épaisseurs. Donc là, mon broyat qui a été répandu donc, au printemps dernier, je vais pouvoir le basculer sur mes planches. Je suis sûr et certain que je n'aurai pas de fin d'azote, ce genre de choses à cette époque de l'année, ça sera nickel pour l'année prochaine. Ça va contribuer aussi à décompacter mon sol. Et puis aussi dans la vidéo que je ferai donc au niveau de la culture sur bâche tissée, sur paillage, j'ai envie de vous parler aussi du broyat, parce que je me suis rendu compte que finalement c'est vraiment vachement bien en fait le broyat pour garder un sol humide. Vraiment super. Voilà, donc je vous avais dit que je vous montrerai aussi ce que je suis en train de faire à l'intérieur là. Donc là on est dans la cuisine, donc là je suis en train de préparer tous les potimarrons que je vais apporter en fait au Resto du Cœur. Donc les petits je les mets en entier comme ceci, et les grands en fait, enfin les gros, plus gros, je les coupe en deux et je les mets sous film. Alors ça c'est les graines que j'ai récupérées. Voilà, ici les graines. Et puis je vais vous montrer ce qui est surprenant, c'est que à l'intérieur en fait, je vais faire un zoom, je vais m'approcher, je vais faire une mise au point. Je vois qu'il y a des graines qui sont déjà en train de germer. Vous voyez? Et ici, là, j'ai un germe. Donc ça germe à l'intérieur. C'est assez surprenant, c'est la première fois que je vois ça. Voilà, ça, c'est les potimarrons qui me restent encore. Donc c'est sur tréteau, sur des planches de coffrage. Ça, c'est encore tous les butternuts. Et puis là, ici, en fait, on a donc une courgette qui fait 3 kg que j'ai laissé grossir volontairement pour récupérer en fait les graines. Et donc aussi une courgette qui est verte à l'origine, c'est de la courgette longue, classique, verte. Et vous voyez en fait quand la courgette arrive à maturité, elle devient toute jaune comme ceci. Et alors donc quand je l'ai cueillie, elle n'était pas aussi jaune que ça, mais dès qu'elle commençait à changer de couleur, c'est le moment en fait pour la cueillir. Et après on la conserve encore un mois pour attendre qu'elle jaunisse complètement, et c'est comme ça en fait, quand elle est bien jaune, quand elle a cette belle couleur là bien jaune, que l'on sait que l'on peut en fait récupérer les graines.